Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Christine Lecomte, bonjour. Bonjour. Christine, tu es architecte, présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, mais aussi enseignante. Est-ce que je peux te laisser te présenter un peu plus, de façon un peu plus complète ? Oui, ça fait 15 ans que je fais ce métier d'architecte urbaniste. Moi, je propose aussi urbaniste. J'ai commencé en parlant de la gestion de l'eau dans le sol. Tu vois, donc c'est loin du métier d'architecte, mais en fait pour moi c'était proche parce que c'est la relation entre un territoire et les hommes. Donc pour moi c'était un peu la base. Et donc j'ai toujours fait ces doubles articulations entre bâti et territoire. J'ai une activité qui est passée par les CAUE, j'ai beaucoup conseillé d'élus. Aujourd'hui, j'enseigne dans une école justement les questions de la transmission et de comment est-ce qu'on peut voir cette architecture au XXIe siècle. Et puis, je suis aussi architecte conseil de l'État en Normandie, ce qui me permet de conseiller les élus, ce qui pour moi est une chose extrêmement importante pour les architectes aujourd'hui, d'être en proximité de ceux qui définissent l'intérêt public. Alors c'est le sujet, c'est le sujet de ces échanges. Comment on parle aux citoyens, aux élus, mais aussi aux professionnels qui sont pris parfois sur des contradictions entre ce qu'ils vivent chez eux, ce qu'ils ont envie de vivre chez eux, ce qu'ils font d'ailleurs bien souvent, et ce qu'ils font dans la journée. Alors au bureau ou en télétravail chez eux, peu importe. Mais c'est une période de recul sans doute. Moi j'ai l'impression que cette période-là, cette période trouble, j'ai l'impression qu'on est en train de refermer le XXe siècle. Tu t'as parlé du XXIe, alors avec un peu de retard, 2020, mais un peu comme le XIXe, c'est sans doute arrêté en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale. Alors, quand on parle de nos sujets, de la fabrique de la ville, de l'urbanisme, de l'architecture, tout ça évidemment va ensemble, et qu'on doit parler peut-être du XXe siècle, qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qu'il faut qu'on laisse derrière nous ? Il y a beaucoup de choses, mais en même temps, c'est très simple. Déjà, c'est retrouver du bon sens et arrêter de gaspiller. Je pense que si déjà on arrive à faire ces deux choses-là, c'est énorme. Alors gaspiller, ça met beaucoup de choses derrière ce mot. Gaspiller, c'est à la fois gaspiller du terrain, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on construit sur du terrain vierge. Donc on est en permanence en train de grignoter. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà se dire, la terre a une vocation, elle est riche, elle est fertile, et on peut plus la gaspiller. Donc on la considère. Le mot considérer est hyper important pour moi, en fait. La deuxième chose, c'est le gaspillage de matériaux. Voilà, ça c'est très clair aussi. Le pétrole, bon ça tout le monde le sait, mais le sable, ça moins de monde le savent. Le nombre de tonnes qu'il faut pour construire un hôpital, une maison, c'est plus de 200 tonnes, 3000 tonnes pour un hôpital, c'est des chiffres énormes. Et en fait, on n'a plus ce sable-là. Un exemple très très simple, Dubaï, c'est pas le sable du désert qu'il construit. Dubaï importe son sable parce que le béton se fabrique pas avec un sable trop arrondi. Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, on va être obligé de les abandonner progressivement parce qu'en fait, on est en train de toucher à ce qui fait le fondement même de notre existence, c'est-à-dire la vie sur Terre. Donc la biodiversité, la question des fonds marins, la question des ressources. Donc tout ça, en fait, il faut qu'on le laisse derrière nous et qu'on trouve un moyen de passer vers une utilisation de matériaux, de matières qui sont renouvelables, qui sont dégradables, qui vivent avec nous en fait. Donc ça c'est hyper important. Après il y a donc gaspillage, j'ai dit, il y a le bon sens. Le bon sens, ça va être des choses très simples. Tu parlais tout à l'heure de l'après-guerre, mais en après-guerre, nos grands-parents, quand ils chauffaient le salon, ils le chauffaient pas à 21 degrés. Nous, aujourd'hui, le standard, c'est 21 degrés. Nous, il faut peut-être aussi qu'on apprenne à avoir une forme de sobriété. Voilà, de mettre un pull, par exemple. Et ça aussi, on ne dit pas assez dans la rénovation thermique. C'est-à-dire qu'on a aussi cette question qui est de dire comment est-ce qu'on peut adapter et moins gaspiller, même dans nos pratiques quotidiennes chacun. Donc, il y a des gestes chacun et des gestes pour tous.
Et est-ce que cette sobriété, justement, ce bon sens, c'est aussi se poser la question du besoin, alors pas que du chauffage, mais du besoin de Mhm. surface, voire du besoin Mhm. de bâtir? Ah bah c'est sûr. L'exemple type, ça a été les années 70. Le pavillonnaire, par exemple. En fait, on est ponctué de grandes politiques du logement qui façonnent le territoire depuis les années 40. Je vais prendre deux, trois exemples, mais les chalandonnettes, les grands ensembles, tout ça, à chaque fois, c'est des politiques qui ont transformé nos territoires. Quand tu prends à partir des années 70, l'idée tous propriétaires de son logement, de son pavillon, on a morcelé, en fait, et on a donné... en fait, on a figé ce que pouvait être un besoin des Français dans une forme qui était le pavillon. Voilà. Et en fait, au lieu de se dire qu'il y avait d'autres manières de faire ces besoins-là, de créer ces besoins-là et de les transformer spatialement. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pavillon, même s'il peut répondre à des aspirations de Français économiques, d'usage, etc., le problème, c'est que quand on en fait un agglomérat, ça fonctionne plus et ça fonctionne pas pour tout le monde et ça fonctionne tellement pas que même ceux pour qui ça fonctionnait avant, ça ne fonctionne plus pour eux. L'exemple typique, ça a été la hausse du carburant et le fait qu'on se retrouve avec des personnes qui ne peuvent plus se déplacer parce qu'ils sont trop loin. Mais aujourd'hui, en fait, on va être dans une obligation de gérer cet équilibre entre foncier qui doit être un petit peu plus resserré et service public, c'est-à-dire que dans une zone de pavillonnaire, on peut avoir besoin de 5 à 7 fois plus d'argent public pour amener les mêmes services qu'en zone dense. Tu vois le truc? Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important parce que on peut pas se permettre aujourd'hui, la puissance publique peut pas se permettre de dépenser 7 fois plus d'argent pour une partie de la population qui aurait choisi de vivre comme ça. Alors, la question de la sobriété en sol, on va y revenir très largement. Tu sais que c'est mon dada, clairement, et qui est associé avec qui est directement associé avec cette question de la surmobilité automobile, qui a pu fonctionner et dont on voit bien à l'évidence aujourd'hui qu'on arrive au bout d'un système. Et donc, ça fait effondrer aussi finalement. On prend le risque, en tout cas, de faire effondrer l'ensemble de cette structure, cette organisation, ce système qui a été bâti depuis le début des années 70. Alors, tu parlais du bon sens, c'était le besoin, voilà, il fallait retrouver du bon sens, mais pas que de ça. Alors oui, en fait, bon, il y a le gaspillage, il y a le bon sens, effectivement, et puis après, il y a tout ce qui était mode de faire la ville. Là, aujourd'hui, on va être obligé de changer aussi, si tu veux. C'est aussi le passage, c'est-à-dire qu'on arrive, bon, tu me disais, qu'est-ce qu'on va laisser du XXe siècle? En fait, tout ce qui aujourd'hui nous arrive dans la figure et qu'on prend, c'est-à-dire on a la crise écologique, la crise sanitaire, et en fait tout ce qui découle et qui nous saute aux yeux aujourd'hui, il faut qu'on l'abandonne. C'est-à-dire un système qui est assez perverti progressivement d'une ville qui est extrêmement privatisée, par exemple, où en fait le logement est quasiment considéré comme un produit économique. Un truc qui est dingue. On va parler d'un produit Pinel, alors qu'en fait, on est en train de parler d'un logement où des gens vont vivre, T3, 3 pièces, voilà. Et donc Et ça, c'est un T3 parce que c'est du Pinel, justement. Exactement. Mais bon, cette corrélation entre produits économiques et habitat et usage, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à considérer comme à dépasser. Parce qu'en fait, les choix qu'on fait économiquement sur du court terme nous impactent sur du long terme et coûtent plus cher. Et en fait, au XXe siècle, c'est ça qu'on n'a pas réussi à faire. On a répondu au plus vite, mieux, moins cher à chaque fois. Besoin de logement, plus vite, mieux, moins cher. Et Donc, donc des arbitrages temps court, des formes d'obsolescence programmée du bâti. On répond à un besoin très ponctuel sur un horizon de temps qui est finalement assez restreint, quitte à se fragiliser par la dépendance automobile ou derrière par exemple par des choix constructifs qui sont non pérennes et qui imposent aujourd'hui des déconstructions sur des bâtiments qui ont 10 ou 20 ans, ce qui est certainement pas la durée de vie nécessaire. Donc ça, c'est ce qu'on doit laisser. Il y a certainement d'autres choses, mais on y reviendra. Dans ce 21e siècle là, qui commence à peine, avec un peu de retard, tu dis qu'on doit réparer la ville avec un petit opus qui marque clairement
un changement, une réorientation, en tout cas de la pratique, notamment des architectes. C'est quoi réparer la ville? Alors, c'est plein de choses. La première chose, ça part du postulat dont on disait tout à l'heure. Si on considère qu'on essaye de plus sortir de l'enveloppe urbaine, si on considère qu'on doit préserver les terres agricoles, la nature, envisager de considérer cette relation aux différents milieux, on se retrouve avec une enveloppe existante, avec du bâti, du déjà là, des ressources qui ont une histoire sociale, une histoire de fabrication économique, etc. Parfois, on l'aime, ce bâti, parfois, on l'aime pas, mais il est là, il est là. Si tu veux, à côté de cette enveloppe dans laquelle il faudrait qu'on ne sorte plus, pratiquement, pour construire, on se retrouve avec une question de déchets du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit 75% en Île-de-France, c'est des déchets du bâtiment et des infrastructures. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, si on réglait les problèmes du déchet dans le bâtiment, on règle les problèmes de déchets, de gestion des déchets tout court. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour considérer, encore le mot considérer, tout ce qu'on a et d'y trouver une satisfaction collective à l'acte de réparer plutôt qu'à l'acte de démolir et de reconstruire dessus, ou à l'acte de laisser tomber et d'aller ailleurs. Et donc, d'avoir une forme de fierté à réussir à faire passer d'un état A à un état B, quelque chose qui a finalement plus d'histoire que nous, puisque le bâti, souvent, il traverse les âges, et à participer finalement à le faire évoluer, à le faire adapter, sans le figer, mais en lui permettant de vivre. Et en fait, c'est nous qui nous adaptons à lui plutôt que lui qui s'adapte à nous. Mais cette réparation, elle est joyeuse en fait. Enfin, tu vois, c'est pas la réparation genre je vais réparer et puis ouf, ça marche à nouveau. Non, c'est vraiment c'est cette question de se dire en réparant, on redonne corps à quelque chose. Et par exemple, dans les villes moyennes, moi je considère que l'acte de réparation, il est fort parce qu'en fait, c'est réveiller des belles endormies en fait. Qui ont tout un potentiel derrière et qu'il va falloir retravailler. Et pour les architectes, mais pour les acteurs de la ville en général, considérer, tu vois, prendre ce changement de paradigme et se dire, en fait, tout ce qui est là, tout ce qui est déjà là est ressources, est histoire, on va pouvoir en faire quelque chose. Et là, il y a un formidable changement de paradigme, en fait. Et réparer pas que par défaut, c'est-à-dire pour épargner la campagne, c'est regarder l'existant, réparer pas que pour épargner la matière, éviter de déconstruire pour les émissions de déchets, etc., mais aussi réparer pour s'inspirer de ce qui est déjà là, et pour faire sans doute un projet plus complexe aussi, un programme moins écrit, moins évident. Il y a une espèce de changement quand on parle de l'existant, on parle souvent de patrimoine, notamment en France. Et j'ai échangé avec une paysagiste il y a peu qui parlait de la notion d'héritage. Elle parlait des sols. Et elle me disait, depuis 2 ans, en fait, dans son agence, on fait cet effort-là de dire que on va pas mettre les sols qu'il faut pour les plantations qu'on veut mettre. On va mettre les plantations qu'il faut pour les sols qui sont là, pour les sols dont on hérite. Il y a un changement complet derrière du mode de raisonnement, de l'acte de conception. Et notamment la liberté du crayon à un moment, donc c'est une autre contextualisation, etc. Enfin tout ça vient quand même au-delà du simple exercice, enfin du simple, pas simple pour le coup, mais de l'exercice architectural, ça vient quand même questionner plus globalement toute la fabrique de la ville, le comment on fait, comment on pense avant même de construire. Oui, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, comme on hérite d'objets, comme on hérite de lieux, comme on hérite d'histoire, en fait, avant de penser qu'on va aller mettre un programme dans un lieu et devant un programme figé, on va devoir regarder le lieu et fabriquer, en fait, ce qu'on va pouvoir en faire à partir des impulsions qui sont là. Donc, en fait, on va se retrouver avec un peu du cousu humain partout. C'est pour ça que le mot réparer, il a aussi son intérêt. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une valeur de la matière grise, c'est-à-dire en gros de tous ceux qui vont réfléchir en amont, qui est différente de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être passer plus de temps à participer, observer, diagnostiquer, réfléchir ensemble, pour ensuite peut-être intervenir moins sur le bâti, avec moins de matière,
Donc, ça questionne plein de choses parce que même pour les architectes, hein, même dans la manière dont on se fait rémunérer aujourd'hui, puisqu'on est payé au pourcentage du montant des travaux. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, parfois, c'est peut-être en enlevant le moins et en rajoutant le moins qu'on fait des projets qui peuvent justement fonctionner le plus. Et il y a aussi un changement dans la façon de faire, c'est-à-dire que l'architecte n'est plus un démiurge. Ses qualités principales aujourd'hui, ça doit être l'écoute et l'humilité. C'est-à-dire que pour fabriquer un bon projet, il faut savoir se mettre autour de la table avec tout le monde, considérer donc ce qui est déjà là, donc ne pas se dire bon bah allez hop et puis voilà. Ce qui pouvait être un petit peu la vision 20e siècle dont on parlait tout à l'heure, la vision 21e, c'est plutôt qu'on est autour de la table avec une discipline qu'on a appris et qui va apporter quelque chose. Avant d'arriver plus précisément au rôle de l'architecte, peut-être parler de cet exercice plus globalement et après se dire dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu nécessairement éminemment collectif, peut-être plus collectif qu'avant, parce qu'il faut dialoguer avec ceux qui sont là, et puis simplement parce qu'on parle de la ville habitée, bâtie. Tu insistes pas mal sur la question de la compréhension du contexte de ce travail amont qui doit nécessiter de plus comprendre. Enfin, moi, ce que je dis souvent, hein, de plus investir en matière grise qu'en béton, en changement de matière grise. Donc oui, être frugal en termes constructifs, mais finalement, ça nécessite aussi de plus penser en amont. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup dans la fabrique de la ville. En tout cas pour les architectes, hein, moi je peux parler aussi de ce que je connais, mais aujourd'hui tu arrives, on va te dire ah bah voilà, le promoteur X ou Y te demande une étude capacitaire sur telle parcelle et toi tu vas essayer de bourrer de logements pour répondre à une volonté du promoteur de vendre. Et je pense que dans la promotion, il y a des changements actuellement. Et en fait, c'est quand on parlait tout à l'heure des acteurs, je pense qu'on est tous en train de faire ce quart de tour un petit peu obligatoire pour fabriquer un nouveau mode de faire la ville. Et dedans, il y a des questions qui sont prégnantes. Où est-ce qu'est exactement l'architecte? Où est-ce qu'est le programmiste par rapport à ça? Puisqu'en fait, les rôles sont mixés. À la base, un architecte, à l'école, vous travaillez souvent votre programmation. Quand vous arrivez dans la vie réelle, vous travaillez presque plus jamais votre programmation. Or, je pense qu'aujourd'hui, le rôle de penser l'espace, il passe par la manière dont on va penser les espaces déjà existants et imaginer comment ils vont vivre après. Donc, en fait, la création, elle va passer par la compréhension de ce qu'on va pouvoir analyser et étudier en amont. Et c'est là où il y a un formidable élan créatif. Mais ça veut dire que, tu parlais de tous les rôles qui vont changer, ça veut dire qu'il y a forcément à se parler beaucoup plus et à se dire comment est-ce qu'on va faire évoluer les choses. Et à quel moment on fait intervenir les acteurs, cette chaîne d'acteurs. Aujourd'hui, dans certains processus, même des grands processus qui existent, je prends Action Cœur de Ville encore une fois, l'architecte, il arrive presque trop tard. Parce que soit il arrive avec des acteurs économiques, soit il arrive quand il y a une opération avec de l'argent. Et en fait, on pense jamais que dans ce tour de table, il pourrait participer à la définition des projets et du projet collectif en amont, parce qu'en fait, c'est là où, regardez, on a ce potentiel-là, avec ça, on peut faire ça, et regardez, on peut. Donc, c'est un repositionnement des acteurs. Alors, qui est lié à la fois à ce 21e siècle qui commence et ses enjeux, ses nécessités de frugalité, etc., de réponse aux crises, mais qui est aussi lié à cet exercice particulier de travail sur l'existant, sur lequel l'usage n'est pas donné. Parce qu'on l'a vu, il est réinterrogé par le lieu qui existe déjà. Il y a la question de la technique aussi, qui est sans doute associée de façon plus intriquée à l'acte de conception spatiale, hein, qui serait. Ça veut dire qu'à un moment, l'architecte, il doit à la fois faire le programmiste, faire l'ingénieur, et sans doute d'autres métiers aussi, ou en tout cas faire parler tout ce petit monde-là. Oui, c'est ça. Ouais, il fait parler souvent. Alors, c'est un peu un chef d'orchestre des contraintes. Mais c'est pas pour revenir à ce que tu disais sur la technique. Je pense aussi que dans la réhabilitation, ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on comprend le bâti, après, en analysant mieux, on fait mieux après. Donc, tu vois, ça c'est hyper important. Et puis il y a toute cette notion qui est de se projeter dans une recréation, tu vois, dans une recréation d'existant.
Alors, Et ça boucle pour moi ça avec ce que tu disais, l'humilité tout à l'heure. J'ai noté le mot parce que je l'entends rarement dans la formation d'architecte. Oui, c'est quoi refaire projet sur un projet qui est déjà là, en fait? c'est encore une fois, c'est bon, l'humilité, elle va avec le mot considéré dont je parlais tout à l'heure, si tu veux. C'est comme quand tu arrives dans un village et que tu es un architecte et qu'on te dit, bah voilà, on a besoin de conseils sûrs. Si t'as pas pris conscience de l'histoire du village, mais même à la limite de la fête qui a eu lieu la veille, enfin, je veux dire, la question, c'est comment vivent les gens avant toi et comment est-ce que étaient les gens avant toi. Donc, en fait, c'est ça qui m'importe, si tu veux. C'est ça que je pense qui va beaucoup évoluer, c'est que l'architecte doit prendre en compte tout le contexte, tout le tissu, tout l'environnement. Et ce qui s'est passé au XXe siècle, et surtout dans la fin du XXe siècle, c'est une forme de déconnexion. Tu vois, pas de la faute forcément de l'architecte, mais la faute d'un empilement d'acteurs qui fait que entre l'usager et l'architecte, c'est comme dans la filière du lait, entre l'agriculteur et celui qui va boire son lait, il y a tellement de monde qu'en fait, on n'a jamais le petit enfant qui boit son lait le matin peut jamais dire à l'agriculteur, il est bon ton lait. C'est En ce que fait, je dis nous, souvent, c'est on a industrialisé de façon extrêmement efficace la fabrique de la ville, c'est-à-dire chacun son rôle, son poste de travail, on fait notre truc, on le fait bien. Mais finalement, dans l'industrialisation, tout l'objet, c'est de limiter les interactions entre les postes de c'est travail. ça, c'est Donc, on ça. simplifie les processus et notamment les interfaces entre les uns et les autres. Alors que là, faire la ville sur la ville, bah, ça nécessite de s'empiler, c'est-à-dire de travailler ensemble au même moment. Et donc, on se retrouve avec des langages professionnels, des pratiques, des processus qui sont pas prévus pour ça, qui sont prévus pour faire du neuf en étalement globalement. Alors que là, on est sur d'autres objets. Et comme tu le disais tout à l'heure, dans l'acte de réparation, comme réparer un lave-vaisselle ou fabriquer un lave-vaisselle, même si le parallèle est un peu douteux, c'est pas du tout le même type de compétences et de comportement. Il y a cette logique du bricolage, Ouais, ouais, d'improvisation, de compréhension du contexte, voire de contournement aussi du problème, exactement. qui fait partie des compétences, Alors, des compétences nécessaires. excuse-moi, c'est pour ça que c'est pour ça aussi qu'on parle du 21e siècle. Tu parlais du lave-vaisselle, moi j'aurais plutôt pris le vélo. Parce Ouais. que si tu veux, le vélo, ce qui est intéressant dans l'idée de réparer son vélo, c'est que tu peux le transformer, lui rajouter un panier, mettre une carriole, rajouter le siège, changer les roues, lui donner un nouveau design. Tu vois, tu peux changer plein de choses. Tu peux en faire plein de choses. Donc c'est ça. Alors que le lave-vaisselle, pour l'instant, j'ai un peu du mal à imaginer. Mais Non, c'est que j'ai un passé avec les lave-vaisselle. d'accord, c'est ça. Donc, si tu veux, il y a ça. Et alors, pour revenir à ta question, c'est hyper important. Aujourd'hui, les normes, elles sont faites pour le neuf. C'est-à-dire qu'on fait toutes les normes pour le neuf. Et aujourd'hui, le neuf, c'est 1% de la production de la ville, si tu veux. Donc, on peut absolument pas aujourd'hui continuer à travailler avec les mêmes normes dans le neuf et dans la réhabilitation. Pourquoi ? Parce que tu arrives dans un bâtiment avec des portes magnifiques, anciennes, etc. Tu décides de les déposer pour passer par exemple d'un hôtel à un immeuble de logement ou j'en sais rien, voilà. Et tu décides de récupérer les portes. Alors, je prends les portes, mais j'aurais peut-être dû prendre les luminaires ou quelque chose. Et là, tu as ton bureau de contrôle qui va te dire, ah ben non, c'est pas possible, changement de destination, assurance, machin, non, pas possible. Alors qu'en fait, tout l'âme du bâtiment, tu peux le retrouver dans un objet qui, en plus, bon, évidemment, on parlait tout à l'heure de sobriété de matériaux, etc., mais qui, en plus, raconte une histoire. Et moi, je pense que ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est de favoriser la poursuite d'une histoire. Et cette histoire, on la poursuit pas en n'agrémentant pas de choses, mais justement en participant de cette recréation. Et aujourd'hui, il y a énormément d'architectes et surtout de jeunes qui ont compris la manière qu'on pouvait avoir de, en partant de l'existant, faire notre métier d'architecte, alors différemment. Ça demande beaucoup d'investissement en amont. On parlait de matière grise tout à l'heure, parce que souvent, ça leur demande beaucoup de boulot en plus qui n'est pas encore valorisé financièrement parlant. Ça leur demande beaucoup de boulot pour argumenter, pour faire passer ça auprès des maîtres d'ouvrage. Et ça demande aussi beaucoup de travail quand il s'agit de se confronter à des bureaux de contrôle ou des bureaux d'études qui n'ont pas encore cette culture. Donc, cette fabrication de la culture commune sur l'idée de la réparation, elle est hyper nécessaire. Et elle est hyper nécessaire dans les formations.
dans la formation continue des professionnels, mais dans la formation initiale de tous les professionnels. Alors, ça questionne la pratique finalement de toute cette chaîne d'acteurs qui aujourd'hui intervient de façon très structurée, mais finalement sur des objets relativement standards, sur lesquels on peut coder a priori le processus, c'est-à-dire dans l'organisation de projet, l'objectif c'est de minimiser les risques et on n'est pas organisé par défaut pour improviser. Et quelque part pour s'adapter au réel et notamment collectivement. Donc ça questionne l'ensemble des professions, hein, mais restons sur le métier d'architecte, sur ce qu'il est, sur ce qu'il était, sur son organisation, sur la formation, etc. Tu le disais, hein, c'est important aujourd'hui. Globalement, le neuf c'est 1% de la ville tous les ans. Ça veut dire que globalement, la ville de 2030 est déjà là. Ah oui. Et qu'on a un tout petit bout de mou là, on a 20 ou 30% de refabrication de la ville pour arriver à 2050. Ça veut dire qu'il faut commencer maintenant à changer complètement de braquet, à la fois sur le neuf, mais surtout évidemment s'intéresser aux 70% de la ville existante, de la ville de 2050 qui est déjà là. Je me perds dans les chiffres, mais la ville de 2050 est essentiellement là, donc il faut travailler l'existant. Donc il faut évidemment qu'on se retourne collectivement vers ça, qu'on le regarde sans doute avec un peu plus de bienveillance et d'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui la profession est organisée? Est-ce qu'aujourd'hui, tu disais, hein, on a des architectes qui sont dans cette pratique-là, évidemment, on en connaît, mais c'est quoi le quotidien de l'architecture et est-ce qu'on en prend le bon, est-ce qu'on prend le bon cap? Alors, la question, elle est difficile parce que je pense qu'il y a une grande compréhension que l'avenir est là. Et ça, c'est hyper vrai. Sauf que le quotidien des architectes n'est pas forcément celui-là. On va dire qu'on a effectivement tous ces pionniers qui défrichent les normes, qui questionnent les règles, qui réinventent. On peut aller de Lacaton Vassal à Simon Tessou, voilà, des gens qui vont réinventer les processus, chercher les manières. Et à côté de ça, on a toute la production standard qui dépend du modèle économique. Et les gens essayent de manger, tout simplement. Et c'est chez eux, en fait, qu'on ne peut pas changer les choses si on ne change pas tout le système autour d'acteurs. Mais par contre, ce que moi, je vois chez les jeunes, c'est une grande proportion à la sortie des études à des valeurs et un engagement collectif. Donc, tu vois, c'est cette question d'intérêt public qui fonde un peu l'architecture, hein, depuis la loi 77, elle est pas morte du tout. Elle existe. Fondamentalement, si tu lis l'article 1 de la loi sur l'architecture de 77, en gros, l'acte de construire ne doit pas participer à rendre notre environnement moche. En gros, c'est ça. Enfin, donc on participe à un acte culturel. Je vais faire des affiches pour le coller sur certaines façades. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça. Cette loi 77, je pense qu'elle a vachement de valeur aujourd'hui, une valeur énorme, et qu'aujourd'hui, si tu veux, au lieu d'un code de déontologie, bon, je suis présidente de l'ordre, donc je me permets de le dire, c'est pas que le code de déontologie qui régit l'architecture, c'est aussi une forme de valeur, des valeurs et des engagements qu'on a auprès de la société et de notre planète. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération est dans cette optique-là. On voit un changement terrible en 10 ans chez les étudiants. Tu voulais me poser une question. De aussi insister sur ce point-là, c'est-à-dire que quand on dit que le jeu est complexe, que ce travail-là est complexe, etc. Enfin, il faut bien quelqu'un au cœur de ce système-là, hein, qui amène l'écoute, qui fait parler, qui amène aussi l'humilité, avec aussi un objet qui est derrière, au milieu de tout ça, le crayon, la spatialisation et finalement la capacité à faire parler autour de quelque chose. Et le autour de quelque chose, c'est bien le projet. Donc il y a aujourd'hui, à mon sens, une responsabilité de l'architecte. Ah bah c'est clair. Des architectes à faire, parce que il faut bien quelqu'un au milieu de ce système-là qui arrive à assembler ces différents corps de métier, ces différents points de vue, pour faire autre chose qu'un dessin, évidemment, pour faire un projet, pour faire récit, hein. Donc là, il y a une vraie responsabilité de la profession et des acteurs, finalement, pour être utile plutôt que de se rendre indispensable, ce qui est un autre parti pris. Ouais, il y a quelques années, les universités d'été de l'architecture, sous l'impulsion de Catherine Jacot, c'était être utile.
Tu vois, donc on n'a pas changé ça. On a même fait depuis un colloque qui s'appelait Architecte, un métier en révolution, en évolution, en révolution, parce que justement, il y a cette forme de mutation. Aujourd'hui, moi, je pense que plus globalement, valeur et engagement, c'est ce qui structure le métier. Mais effectivement, ce que tu disais, cette responsabilité, elle est énorme. Mais on a une responsabilité à chaque fois qu'on signe un permis de construire. De toute façon, même aujourd'hui. C'est-à-dire quand un de nos confrères signe un permis de construire de centre commercial dans la Pampa, il est responsable. Alors, est responsable. C'est un point très intéressant, qui a été un point de discussion à un jury auquel j'ai eu le plaisir de participer. C'était vraiment une journée extrêmement intéressante sur un prix de l'architecture résiliente organisé par la Maison de l'Architecture Pays de la Loire et justement avec des projets assez marquants dans des partis pris environnementaux. Enfin, des partis pris fondamentaux, enfin sur des modes constructifs, la capacité, enfin la nécessité d'ailleurs pour arriver à construire d'organiser une filière en amont, enfin vraiment des engagements extrêmement forts de la part des architectes sur ces choses-là. Donc au-delà simplement d'un acte formel, et pour autant des objets posés au mauvais endroit. Générateurs, attracteurs, vraisemblablement, d'étalement urbain à terme, etc., etc. Donc quelque part, de très bons projets à partir du moment où ils ont été pris en main par l'architecte, c'est-à-dire à partir de la formulation de la commande, sans doute du programme, mais aussi de sa localisation. Et c'est posé pour nous la question de dire jusqu'où on juge finalement de la pertinence des projets qui nous sont proposés. Est-ce qu'on juge que la part de l'architecte, la part dont il a officiellement la responsabilité, ou est-ce qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire aussi demander une cohérence globale au projet? Évidemment, mais non, c'était pas évident. En tout cas, pour moi, ça l'était, mais ça a été un vrai objet de débat. Il fallait avoir cette cohérence globale. Pour autant, ça veut dire que l'architecte dit, ce projet-là est intéressant, mais ce sera sans moi. Ce qui n'est pas un choix complètement anecdotique. Non, surtout quand on connaît l'état de la profession. Donc ça, c'est pas vraiment l'objet du podcast, mais il faut quand même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande beaucoup, mais avec une profession qui a quand même 25% de ses membres qui gagnent moins de 800 € par mois. Donc ça, je pense aussi que la responsabilité, on peut la demander à tout le monde, mais on peut la demander en ayant conscience de la paupérisation d'une profession et de la manière dont on peut tenir l'intérêt public. Quand on tient l'intérêt public de l'aménagement du territoire, puisque c'est ça qui nous est confié par l'État à travers le permis de construire, quand on tient cet intérêt public, à combien on l'estime ? Alors, non, puis clairement, est-ce qu'on est en capacité de faire des choix, d'avoir des arbitrages et d'avoir une forme d'indépendance de toute manière par rapport à un processus économique plus global qui est extrêmement fragilisant pour une profession. On le voit bien que dans le jeu, il y a des déséquilibres dans tous ces acteurs autour de la table et que progressivement, même si la place de l'architecte est centrale, elle s'est réduite. Oui, et puis il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est que depuis quelque temps, il y a aussi des architectes qui ne disent plus qu'ils sont architectes, mais qui le sont, et qui font partie de ces collectifs qu'on voit émerger, qui font finalement de la transition, soit de l'urbanisme transitoire, soit de l'accompagnement de diagnostic en marchand, etc., et qui veulent faire leur métier d'architecte différemment pour faire bouger les choses dont on vient de parler justement. Et donc ceux-là, eh bien, on les voit pas, ils disparaissent de la profession. En tant que tel, puisque aujourd'hui le titre d'architecte n'est finalement obligatoire et pour le porter, il faut être inscrit à l'ordre. Donc tu peux avoir fait des études d'architecture, faire une forme d'architecture même immatérielle et ne pas être inscrit à l'ordre si tu ne portes pas le titre. Et donc il y a aussi une évolution de l'ordre. Tu vois, je le dis clairement, il y a aussi une évolution de l'ordre pour justement savoir se reconnaître entre personnes qui portent ses valeurs et ses engagements. Voilà. C'est extrêmement intéressant parce que on a et on le voit bien, enfin pour fréquenter des architectes jeunes et pas jeunes, aujourd'hui très clairement l'inscription à l'ordre c'est pas l'acte qui fait rêver et c'est pas non plus ce que peut-être ça a été, c'est-à-dire une forme de temps de passage, un rituel de passage, l'accession à un groupe de pairs, etc., dans lequel on se reconnaît avec à la fois ses valeurs, ses contraintes associées, mais en tout cas une forme de collectif. C'est en effet
pas tellement ce qu'on voit, à tel point qu'à certains moments, on se demande même si dans certaines écoles d'architecture, on n'hésite pas à construire, et où finalement le seul objet respectable n'est plus que le bois de palette sur l'espace public, et vraiment même pas du temporaire, mais de l'éphémère. Hein, ce qui est sans doute très certainement un objet à la fois intéressant et légitime, hein, pour l'architecte, mais très certainement insuffisant, et on a besoin de beaucoup plus, hein, globalement, pour gérer les transitions dont on a besoin. Donc c'est intéressant, ça veut dire que ce collectif, quelque part, il doit reconnaître ses pairs qui sont en dehors du champ institutionnel, et aussi peut-être à s'ouvrir à d'autres modes d'accession, d'autres professions, d'autres modes d'organisation. Oui, bah déjà, je pense que les liens sont beaucoup plus forts, par exemple, avec les paysagistes ou les urbanistes depuis quelques années, mais également avec les architectes des bâtiments de France. On commence à construire des liens avec les architectes urbanistes de l'État, par exemple, aussi, qui ont un rôle hyper fort et qui peuvent faire plein de choses, mais qui, pour l'instant, on est noyés. Mais en fait, c'est ces questions de valeur et d'engagement qui sont hyper importantes et qui peuvent fédérer. C'est plus du tout uniquement un code de déontologie ou ce genre de choses. Et ça ne fait pas rêver, mais ça fait rêver personne. Ça, c'est évident. Ça ne fait rêver personne si tant est que ça, quand tu es de l'intérieur, tu te rends compte que la garantie, notamment liée à la formation régulière des architectes, la garantie d'une assurance, elle est fondamentale pour notamment les habitants, qui souvent mettent toutes leurs économies de leur vie dans une chose. Donc, il y a quand même à trouver le curseur et l'équilibre qui permettent à chacun de s'y retrouver, mais en même temps à cette profession d'avancer considérablement. Et tout à l'heure, tu parlais de l'acte de construire qui est de plus en plus difficile à faire, c'est-à-dire qu'on formalise presque plus en école d'architecture ou dans les concours, et on est pratiquement plus que dans du process. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on est à un moment donné en ce moment, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de fin du 20e, début du 21e, dans un moment de flottement entre ce qu'on doit apporter, ce qu'on va apporter, les moyens qu'on va avoir pour apporter ces choses-là. Je pense aux matériaux biosourcés, justement la réhabilitation, etc. Et finalement un nouveau manifeste d'architecture. Voilà. Donc je parlerai pas de Le Corbusier du XXe siècle, ça serait trop voilà, ça serait un peu caricatural. Mais globalement aujourd'hui, on a besoin de réinventer toute une fabrication de la pratique architecturale à partir de tous ces pionniers qui investissent chacun un champ différent et qui en fait sont en train de formaliser une forme de diversité et de richesse d'une pratique, mais qui rejoignent un objectif d'engagement collectif, intérêt public, qualité de vie des gens et respect des milieux. On pourrait un peu dire ça. Enfin, tu vois, c'est globalement. Et ça se formalise progressivement. Et je pense que ça ne peut pas se formaliser à 1 plus 1 plus 1 plus 1 architecte. C'est forcément à un moment donné un collectif qui pense ensemble et qui dit voilà, on a ces valeurs pour se reconnaître. Et puis après, qui veut se reconnaître se reconnaît. Voilà. Donc peut-être un changement à venir aussi du périmètre de ce collectif. Ouais. Hein, peut-être plus perméable ou en tout cas nécessairement beaucoup plus en dialogue, ne serait-ce que pour jouer son rôle. Bah, juste pour accentuer ça, sinon ça va mourir. Aujourd'hui, on nous paye plus les études de faisabilité quand on est architecte. Les promoteurs les payent pratiquement pas, ou alors il faut se battre, et on nous donne plus le chantier. Alors est-ce qu'on est juste des signataires de permis de construire? Et donc là, on n'est plus architecte. Donc de toute façon, il faut se réinventer. Et c'est ce que je pense qu'on fait depuis une dizaine d'années, mais la formalisation, elle est en émulation là. Voilà. Par la contrainte, sous la contrainte, par nécessité, on voit assez clairement ce qu'on doit abandonner, laisser au XXe siècle qui s'éteint. C'est sans doute trop tôt dans ce début de siècle pour comprendre vers quoi il faut aller, ou en tout cas pour le formaliser et l'écrire. En tout cas, l'écrire définitivement. On reprendra du temps pour continuer cette conversation, peut-être en ouverture, justement pour profiter de cette période aussi de flou sur lequel on reprend une page blanche pour se dire vers où on va. Est-ce que tu as un ou des conseils de lecture, ou en tout cas dans un cheminement individuel, un petit conseil à donner?
Pour tout le monde, tu veux dire? Pour tout le monde. Ouais, bon, moi je dirais que bon, à part le livre, l'excellent livre Réparer la ville et l'excellent livre Urbanisme circulaire, non, j'irais plus loin. Je dirais que peut-être des écrits sur le biorégionalisme ou le régionalisme critique. Je trouve ça intéressant. Le biorégionalisme, c'est tout ce qui finalement va considérer que on peut travailler avec sa proximité, créer de la valeur, travailler autour des ressources et donc travailler sur un système un peu systémique. Et donc pour moi, il y a une forme de fabrication d'une architecture un peu symbiotique qui part de ce qu'on a déjà, qui valorise ce qui existe à côté, et donc ça me semble vraiment intéressant. Donc et puis toute la pratique du régionalisme critique, mais qui date du XXe siècle et qui était un peu en anticipé. Et puis peut-être aussi les écrits, mais de Yona Friedman, globalement, qui sont sous forme de petites BD. Certains les critiquent. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une vision un peu humaniste et utopiste qui certains d'aujourd'hui ont l'impression de réinventer des choses que, en fait, Yona Friedman, en 1970, avait déjà pensé. On va regarder ça très attentivement. Christine Lecomte, merci beaucoup pour cet échange et on ne manquera pas de continuer cette conversation puisqu'on n'a pas fini d'écrire tout à fait ce vers quoi il fallait aller à ce fameux 21e siècle. Merci beaucoup et à bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.